Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Voici les sommaires. Ce samedi matin eut lieu la cérémonie de sortie de la 8e promotion de l'Université du Sahel. Le parrain de cette promotion est le très respecté Imam Mahmoud Dicko. Une fois de plus, l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne a exprimé son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Au Cameroun, le président Biya dénonce les dérives sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête de la jeunesse. Les exploitants agricoles des cercles de Massina et de Nyono de la zone officielle du Niger ont été reçus en audience par le chef du gouvernement. Ils ont demandé l'aide du Premier ministre pour que les cultivateurs puissent faire leurs travaux correctement. Ensuite, Dr Choguel Koukala Maïga a reçu la société civile du Sénégal. Ils sont venus apporter leur soutien à la transition. Nous soutenons le Mali et les Maliens, ont déclaré les membres de la délégation. Aïssata Touré. Les cultivateurs étaient venus exposer au chef du gouvernement les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans la zone, à savoir l'insécurité, l'augmentation du prix des engrais, la cherté de la redevance eau et surtout la réparation du barrage de Markala. La paix revient petit à petit. Nous sommes fiers d'être maliens. Nous vous demandons d'aider les cultivateurs pour qu'ils puissent cultiver correctement, ont-ils sollicité au chef du gouvernement. J'ai apprécié votre démarche, une démarche pédagogique, patriotique de rassemblement des Maliens, leur a répondu Choguel Koukala Maïga. En moins d'un an, le gouvernement a mieux équipé l'armée qu'au cours des 20 dernières années. Les succès militaires sont indéniables, a rappelé le chef du gouvernement. Le Premier ministre a reconnu que le barrage de Markala est vital pour le Mali et que c'est une priorité nationale pour que cet instrument de notre souveraineté soit bien entretenu. Vos demandes seront soumises à qui de droit, a promis Choguel Koukala Maïga. Le chef de la délégation sénégalaise a souligné qu'à travers ce déplacement, il s'agit pour eux de venir à l'écoute des autorités maliennes afin d'avoir une compréhension plus fine sur l'évolution de la situation sécuritaire du Mali, l'impact des sanctions de la CEDEAO et la future étape dans le combat pour leur abolition. Il était question pour eux de s'imprégner du niveau de mise en œuvre des conclusions des assises nationales de la refondation et l'évaluation du Premier ministre sur les rapports du Mali avec la France en ce moment. Pour lui, il s'agissait également pour sa délégation de savoir comment, dans son combat contre le néocolonialisme au Sénégal et en Afrique, elle peut apporter sa contribution à la lutte du gouvernement malien. Pour le chef de la délégation, la raison qui a motivé la mobilisation du peuple sénégalais le 28 janvier dernier et qui a abouti à la mise en place de cette mission trouve son sens dans la conviction qu'il est impératif de ne pas laisser le Mali seul face à la CEDEAO, la France et l'Union européenne. Selon Pierre Sané, si le Mali réussit dans son pari de changer le rapport de force avec la puissance coloniale, ce sera une ouverture pour tous nos pays de la zone franc qui pourront s'inscrire dans la même dynamique de rupture d'avec héritage colonial. Nous sommes venus pour dire haut et clair notre solidarité avec le gouvernement de transition et avec ses initiatives concernant la refondation du pays, mais également notre opposition aux sanctions de la CEDEAO qui sont illégales. En réponse, le Premier ministre a remercié les visiteurs pour l'esprit de solidarité et la mobilisation de soutien réussi à Dakar en fin janvier avant de faire le bilan détaillé des progrès réalisés par le gouvernement depuis la rectification de la trajectoire de la transition le 24 mai 2021. En outre, Dr Choguel Koukala Maïga a expliqué que la CEDEAO veut ramener tout le problème du Mali à une question électoraliste. Toutefois, il a informé ses hôtes de la mise en place par le gouvernement d'un cadre de concertation avec la communauté internationale, dont la CEDEAO et la MINUSMA, qui devrait aboutir à un nouveau chronogramme pour les élections de fin de transition. Si on n'a pas d'accord avec la CEDEAO, nous allons rentrer en résistance, a-t-il prévenu. Le chef du gouvernement a conseillé à ses interlocuteurs de continuer à sensibiliser davantage les dirigeants de leur pays afin que ces derniers adoptent une autre grille de lecture sur la situation du pays. La rencontre était élargie aux ministres
de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, Sila Fatoumata Sekou Diko. Sachez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a été reçu par le ministre de l'Emploi du Qatar. Les deux parties sont convenues de renforcer le partenariat Mali-Qatar à travers la signature d'une convention visant à faciliter l'intégration de la main-d'œuvre malienne qualifiée dans les différents secteurs d'activité au Qatar. La délégation a également été reçu par le ministre en charge des dotations et des affaires islamiques du Qatar. Le ministre Ghanem Sahim Al-Ghanem s'est dit disposé à soutenir le peuple malien, surtout en ces moments difficiles, pour faire face à la situation humanitaire et au retour des personnes déplacées. Il a fait part la disponibilité du Qatar à contribuer financièrement à la construction d'un hôpital aux normes internationales pour améliorer le plateau technique au Mali. L'université du Sahel située à Amdalayo à Sédémil a organisé ce matin la cérémonie de sortie de la 8e promotion dédiée à l'empereur Askia Mohamed Houra de l'Empire Songhai. Au total, 98 étudiants de la faculté des études islamiques de la langue arabe couplés à ceux de la faculté l'informatique ont terminé leur cycle d'études. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, dont le parrain fut le très respecté l'imam Mamoudou Diko, suivant le reportage signé Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Pour le recteur de l'Université du Sahel, malgré la pandémie de Covid-19 cette année, les étudiants ont suivi les cours normalement. Toujours dans la quête du savoir, l'Université du Sahel compte entamer de nouvelles filières. Grâce à Allah, cette année universitaire est meilleure que celle précédente. Concernant la fermeture des universités par les autorités à cause du Covid-19, car aucune fermeture n'a été signalée cette année. Nous implorons Allah, le Tout-Puissant, afin que cette crise prenne fin ainsi que toutes les autres crises subies par les pays et le monde. Chers invités, sont licenciés aujourd'hui, selon le système LMD, 98 étudiantes et étudiants de la faculté des études islamiques et la langue arabe et de la faculté d'informatique, issus du total de 983 représentant le nombre total d'étudiants à l'Université du Sahel. Dans les années à venir, nous assistons, Inch'Allah, à la sortie des licenciés de la faculté des sciences juridiques et économiques et d'autres facultés avec master. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, la formation dispensée au sein de l'Université du Sahel est d'une importance capitale dans notre pays. Je peux vous assurer que notre département accorde une importance capitale et un grand intérêt aux institutions privées d'enseignement supérieur, qui jouent sans aucun doute un rôle très important dans la formation des étudiants de notre pays. Les filières dans lesquelles vous formez permettront assurément à notre pays d'avoir des ressources humaines compétentes, répondant aux besoins de développement socio-économique du Mali. Au nom de tous les nouveaux diplômés, Binta Cham a tenu à remercier tout le personnel de l'Université du Sahel ainsi que les enseignants pour la qualité de leur formation. En effet, ce jour est un jour assez spécial pour nous, car il marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ici à l'Université du Sahel, nous avons notre seconde famille, car nous y avons trouvé des frères, des sœurs et des professeurs qui nous ont aimés et soutenus tout au long du cursus. Au nom de toute la promotion et à mon nom propre, je remercie sincèrement toute l'administration de l'université, notamment le doyen et le corps professoral,
qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de notre formation. Très heureux, le parrain de cette 8e promotion, le très respecté l'imam Mahamoud Diko, a donné ses impressions. Je suis d'abord très heureux d'être le parrain de cette cérémonie. Cette promotion qui porte le nom d'un grand homme que le Mali a connu, que l'Afrique a connu, que l'empereur, le roi, le commandeur de croyants, Askia Mohamed Aboubakar Touré. C'est un grand homme, un bâtisseur. Cet homme qui a, en son temps, a vu le rayonnement de l'islam, du savoir, de la justice dans son empire. Nous pensons que les jeunes gens qui ont pris ce nom-là mesureront la portée et la grandeur de ce nom qu'ils ont porté. Et nous osons espérer qu'ils vont être aussi les bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain. La cérémonie s'est terminée en toute beauté par la remise des diplômes ainsi qu'une photo de famille. Comme le dit un célèbre adage, seul le travail libère l'homme. Pour une transition réussie, l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne Akov Maya a tenu ce vendredi 12 février 2022 à la place de souvenirs située au grand marché de Bamako, un meeting de soutien aux autorités transitoires. Ils ont appelé les commerçants à respecter intégralement les consignes données par les gouvernants pour l'intérêt général. Suivant les reportages. Si la CEDEAO, l'UEMOA et ses compères à l'intérieur et à l'extérieur du Mali cherchent à vain à déstabiliser la transition, cela est dû majoritairement à la prouesse et à la résilience du peuple malien autour des autorités actuelles. L'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne, à l'issue de ce meeting, a approuvé une fois de plus qu'elle maintienne sa position initiale, soutenir la transition et se lancer à la recherche de voies et moyens pour l'intérêt du peuple malien en particulier et de l'Afrique en général. Depuis au début de l'embargo, nous on a dit que nous les commerçants on a des stocks, surtout les produits alimentaires de première nécessité, on a des stocks de plus de 2 ans, on peut fournir ces pays. Et surtout, les denrées alimentaires n'est même pas dans l'embargo aussi. Donc, ce qui concerne ces produits-là, il ne faut pas qu'on va avoir peur. Nous, vraiment, ça, c'est garanti déjà. Invité pour épauler les commerçants dans la lutte héroïque contre les ennemis de l'indépendance et la fin de l'hécatombe de nos femmes et des paisibles citoyens, les hommes politiques, opérateurs économiques et activistes, tous se disent fiers de ce geste patriotique de la colonne vertébrale de l'économie malienne, les commerçants. Le message fort que j'ai à l'endroit de mes collègues commerçants aujourd'hui, c'est de leur dire que le moment est venu, plus que jamais. L'indépendance dont nous rêvons tous, la prospérité dont nous rêvons tous, la dignité et l'honneur que nous avions toujours exigé, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est de dire au peuple malien que nous, les opérateurs économiques, nous devons jouer notre partition. Parce que compte tenu des sanctions aujourd'hui, le maillon le plus difficile aujourd'hui reste le maillon qui est le secteur privé. Et ce secteur privé, si à l'unisson nous nous mettons ensemble, je pense que la période difficile, nous pourrons vraiment la traverser sans problème. Je crois que le président de l'association des consommateurs a été très précis. Malgré cet embargo il y a 1 mois, malgré toutes ces difficultés, malgré toute cette guerre d'insécurité dans laquelle vit le Mali, aujourd'hui encore le Mali vit et les prix sont beaucoup meilleurs que partout par rapport à certains pays, même du côtier. Nous saluons le courage patriotique de ces commerçants, leur dévouement pour la cause commune, puisque l'embargo, ils sont les premières victimes, les commerçants sont les premières victimes des conséquences de cet embargo, qui se retrouvent encore en première ligne pour être les soutiens de des autorités de la transition. Ça, c'est un message fort de don de soi, mais c'est un message fort
pour la défense de la patrie. Donc c'est pourquoi toutes les corporations sont interpellées ici à suivre le pas des commerçants. Malgré les sanctions irréfléchies, indignes et irrégulières infligées au peuple malien, les commerçants, avec le soutien des autorités maliennes, maintiennent le cap. Le prix des denrées de la première nécessité n'a pas été impacté. Avec les prix des denrées alimentaires, nous, les consommateurs, en tant que structure de veille, de constat et de dénonciation qui est de droit, on peut dire qu'on a satisfaction. Parce que le kilo du sucre au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça fait 1000 francs. Le kilo de sucre au jour d'aujourd'hui au Sénégal, ça fait 1000 francs. Le prix du kilo du sucre au jour d'aujourd'hui au Burkina, ça fait 850. Mais au Mali, grâce aux efforts du gouvernement et grâce à la compréhension et à l'accompagnement des commerçants, des opérateurs économiques, le kilo de sucre extérieur au jour d'aujourd'hui est au Mali à 600. Et le sucre fabriqué au Mali, qui est le sucre rouge, qui est le sucre de M. Sougala, c'est à 500. Et j'ai causé avec le directeur général de Sougala SA, il a rassuré nous les consommateurs. Pour la farine, quand vous prenez l'Europe, le continent africain, le continent asiatique, vous voyez que le prix du pain a flambé à travers le monde, mais le Mali a pu maintenir le cap de 250 et de 125 francs. L'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne, ACOV Maya, invite les autorités à prendre en main les dossiers de tous ceux qui ont détourné l'argent public. C'est la stupéfaction sur les réseaux sociaux, un sentiment de trahison chez les uns et les autres après la publication d'une conversation téléphonique présumée entre l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les deux personnalités discutaient sur l'impact des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Le parquet de la commune 4 a ouvert une enquête pour vérifier l'authenticité de la conversation. Suivez les commentaires. Le procureur du tribunal de la commune 4 de Bamako confirme que c'est bien sûr cet enregistrement qui dure près de 5 minutes que porte l'enquête qui vient d'être ouverte. Ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de la commune 4 pour atteinte aux tentatives d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Sport, une conversation téléphonique dont l'authenticité est en cours de vérification entre deux hautes personnalités dont l'une est malienne, a écrit le parquet de la commune 4. On croit y entendre Boubou Cissé briefer Alassane Ouattara sur l'impact des sanctions de la CEDEAO sur l'économie malienne et sur les finances publiques. Les deux hommes discutent en des termes peu flatteurs de la capacité des dirigeants de transition à tenir ou encore de leurs attentes d'aide de la Russie. L'authenticité de l'enregistrement est en cours de vérification par la justice malienne. Les voix d'Alassane Ouattara et Boubou Cissé semblent très reconnaissables, mais il peut s'agir d'imitation ou encore d'un montage. Les résultats de l'enquête nous édifieront dans les prochaines heures. En tout état de cause, s'agit-il pour ceux qui ont diffusé cet enregistrement de décrédibiliser l'ancien chef du gouvernement malien en le faisant passer par un traître à la patrie, comme le pensent certains, ou au contraire de lui donner une stature de présidentiable en mettant en scène ses relations et son influence comme le prétendent d'autres, se demande au RFI. Sur les réseaux sociaux, cet enregistrement est déjà présenté comme la preuve d'un plan machiavélique contre les Maliens. L'ancien Premier ministre Dibeka avait déjà été accusé par la justice de complot contre le gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État. C'était au premier mois de la transition. Lui et ses co-accusés avaient finalement été blanchis. Sur ce, nous vous invitons à écouter un extrait de la conversation téléphonique en question entre Boubou Cissé et Alassane Dramane Ouattara. C'est un enregistrement privé qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Allô? Oui, bonjour monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même? Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina.
D'accord. Voilà comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. J'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi, et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Hein. Suivons l'actualité internationale avec Maïmouna Koulibaly. La Guinée-Bissau a été secouée la semaine dernière, le 1er février, par l'attaque du palais du gouvernement où étaient réunis les présidents Umaro Sissoco Embalo et les ministres. Une tentative de coup d'État selon les autorités. Le bilan officiel est de 11 morts. 10 jours après les événements, le chef de l'État a pour la première fois cité des noms des responsables. Devant la presse étrangère ce jeudi 10 février, Umaro Sissoco Embalo a accusé l'ancien chef de la marine, l'amiral José Américo Dubo Natuto et 2 complices.
Shamiyala et Papis Jimmy. Les 3 hommes avaient été arrêtés par les autorités américaines en 2013 dans une affaire de trafic de drogue. Mais il y reste des zones d'ombre autour de ces événements, selon Domingos Pereira. Le leader du PAIGC, ancien parti au pouvoir aujourd'hui dans l'opposition, émet en doute la version officielle. L'attaque est survenue dans un contexte de tension entre le président et le premier ministre Nuno Gomes Nambian, notamment à propos d'un avion Airbus A340 qui avait atterri à Bissau fin octobre avec autorisation présidentielle, mais le chef du gouvernement avait d'abord parlé d'une cargaison suspecte. Au Cameroun, la fête de la jeunesse a eu lieu vendredi 11 février. À cette occasion, la veille, le président Paul Biya a adressé son traditionnel message à ses jeunes compatriotes, un discours dans lequel il est notamment revenu sur un sujet déjà évoqué dans ce vœu pour la nouvelle année, à savoir les discours de haine sur les réseaux sociaux, des dérives que les chefs de l'État déclarent déplorer. Paul Biya fait référence aux messages insultants ou à connotation et discriminantes que l'on peut lire de façon récurrente sur Facebook. Des messages qui s'en prennent notamment au groupe tribal Betty associé au régime de Yaoundé ou au groupe Bamileke associé au parti d'opposition du MRC. Ces discours haineux prennent plusieurs formes: informations fabriquées, véhiculant des idées fausses sur tel ou tel groupe tribal, tournure de phrases qui sous-entendent des divisions entre Camerounais. En Éthiopie, le conflit continue. Les rebelles tigréens ont progressé en région Afar ces dernières semaines. En parallèle, les initiatives diplomatiques se multiplient pour mettre un terme au combat. L'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber, était en voyage à Addis Abeba cette semaine où elle s'est entretenue avec le Premier ministre Abiy Ahmed et plusieurs membres du gouvernement. Les initiatives de paix se poursuivent en Éthiopie pour mettre fin à la guerre civile alors que les combats continuent et se sont même intensifiés ces dernières semaines. La situation s'est améliorée mais tout n'est pas acquis. La guerre et la fragmentation du pays sont arrivées à un tel niveau que cela risque de ne pas être suffisant d'avoir un accord entre le TPLF, les forces rebelles du Tigré et le gouvernement fédéral. Les milices ethniques dans les régions Afar et Amhara ne sont pas très enthousiastes à l'idée de mettre en pause la guerre, de rester tranquilles car elles ont l'impression de ne pas avoir assez de garanties que le TPLF et les forces rebelles du Tigré n'avanceront pas. En parallèle, j'ai le sentiment que le TFLF est sincère quand il dit vouloir une solution éthiopienne au conflit et non pas l'indépendance. Aux États-Unis, Joe Biden a signé ce vendredi 11 février un décret permettant de prendre le contrôle des actifs de la Banque centrale afghane déposés aux États-Unis, soit environ 7 milliards de dollars qu'il veut réserver pour moitié à des familles des victimes du 11 septembre. Pour Haroun Rahimi, professeur assistant de droit à l'Université américaine d'Afghanistan, c'est une décision très étrange. À l'époque, le jugement contre les talibans en tant que groupe a été prononcé par défaut, même si aucun Afghan n'était impliqué dans l'attaque du 11 septembre. Et puis, c'est le peuple afghan à qui appartiennent d'ailleurs ces fonds qui a payé le plus lourd tribut dans ces attaques terroristes. Il y a eu plus d'Afghans qui ont péri dans la guerre contre la terreur, initiée juste après 11 septembre. Ils privent donc les Afghans des fonds dont ils ont cruellement besoin pour maintenir leur économie et survivre dans cette période la plus difficile de leur histoire. C'est juste cruel. Le président américain Joe Biden souhaite donc qu'une moitié de la somme soit réservée aux demandes d'indemnisation déposées, en particulier par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001. L'autre de la Maison-Blanche veut consacrer l'autre partie des réserves à de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan, mais qui serait versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans, a expliqué le président américain. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Nyata TV. À bientôt.